C'est donc le baromètre miroir. On a vu les professionnels de santé. On va s'intéresser aux patients. Il y en a même un qui est malade. Double applaudissement. Il y aura 3 séquences, les usages, la confiance et la prévoyance. Mais avant, exactement comme tout à l'heure, j'aime bien qu'on puisse présenter, en dehors de votre fonction, votre parcours. N'hésitez pas, et on va commencer par ces dames. Corinne. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Corinne Guillemin. Je suis tombée dans les assurances par hasard. J'ai été inoculée par le virus de ce métier qui est extrêmement noble, qui est d'aller protéger les biens et les personnes, dont la santé. Et en termes de fonctions, j'ai occupé plusieurs fonctions depuis cette trentaine d'années. Des fonctions IT, des fonctions RH, des fonctions de pilotage clé. Et depuis à peu près 7-8 ans, j'ai rejoint une ligne de métier autour de la protection sociale, dont la santé fait partie, et j'ai en charge l'innovation et les services d'accompagnement. Pour finir, j'ai une conviction profonde qui tourne presque à l'obsession, c'est que la prévention doit être mise au-dessus de la pile, parce que c'est la meilleure arme pour se protéger. Merci, ce sera d'ailleurs notre 3e sujet de table ronde. Claude. Bonjour, je suis... Pardon, Claude, qui était au comité scientifique de l'étude également. Oui, et je note d'ailleurs un grand merci d'avoir embarqué aussi une patiente partenaire dans ce comité, ce qui prouve bien aussi la volonté d'avoir aussi des patients autour de la table. C'est pas toujours le cas, ça monte peut-être. En tout cas, je suis donc Claude Ganter, je suis patiente partenaire, référente en oncologie. Je suis suivie depuis plus de 18 ans et encore aujourd'hui. Je suis patiente partenaire depuis 5 ans maintenant, mais vous imaginez aussi que derrière, j'ai des savoirs métiers. J'ai accompagné le virage du digital et des nouveaux outils dans le monde de la presse. Et si je me suis déjà engagée aussi sur le terrain de l'hôpital, c'est notamment autour du déploiement de la télésurveillance qui m'a beaucoup interpellée au début, n'étant pas été suivie par ces outils. Et depuis 2 ans maintenant, j'ai rejoint l'équipe Hôtel-Dieu Innovation. Et je suis par ailleurs aussi impliquée dans des comités de recherche en tant que patient co-chercheur et aussi dans des projets d'innovation. Mon rôle est d'apporter cette perspective du vécu du patient, de l'expérience patiente dans la conception, l'appropriation, l'adoption et l'acquisition des outils technologiques. Et j'interviens donc aussi dans les études médicales, j'interviens aussi auprès de services qui déploient des outils pour pouvoir mettre à plat aussi un peu dans des ateliers avec des soignants qui ne sont pas toujours très à l'aise pour communiquer justement ces informations autour du digital, de l'IA auprès de leurs patients. Donc ça, c'est assez nouveau. J'ai fait ça depuis 1 an et en fait, il y a une forte demande aussi. Et n'étant pas le médecin, n'étant pas non plus l'industriel, il y a dans ces ateliers, en fait, on y a une facilité aussi d'aborder des sujets, comment les équipes médicales aussi se sentent eux-mêmes dans leur pratique, avec l'arrivée de ces tiers dans leur pratique. Mon fil rouge, si je devais le donner aussi, ça serait comment le digital peut renforcer et non affaiblir l'expérience humaine dans le soin. Merci Claude. Il nous fallait, pour aller au bout du parcours patient, un médecin, un acteur clé de l'hôpital. Eden est avec nous. Oui, bonjour. D'abord, je m'excuse parce que j'ai aussi fait l'expérience d'être patient là, ces 2-3 derniers jours. Malgré la vaccination, j'ai été atteint par la grippe, donc je m'excuse parce que ma voix est un peu affectée. Donc, je suis effectivement médecin de santé publique. Je suis à la PHP co-directeur de la stratégie et de la transformation. Dans ces fonctions, notamment, je coordonne les travaux autour de la feuille de route du déploiement de l'intelligence artificielle à la PHP. Je suis évidemment loin d'être le seul impliqué sur ces actions-là, mais donc à ce titre, j'ai une perspective un petit peu sur comment une organisation comme la PHP peut se retrouver confrontée aux usages, et on pourrait y revenir. On a fait un sondage auprès de nos équipes avec plus de 2500 répondants, et on a des résultats qui sont assez similaires
à ceux du baromètre en termes de recours, de type d'outils et de type d'usage. Donc c'est assez intéressant. J'ai également un passé à l'assurance maladie où j'ai travaillé pendant près de 7 ans à la direction de la stratégie des études et des statistiques, et donc avec une connaissance aussi sur tous les enjeux autour des données de santé. Et mon fil rouge ici, ce sera peut-être de se dire finalement comment est-ce qu'on est capable de déployer de manière raisonnée l'intelligence artificielle, mais de manière aussi sécurisée, puisqu'on voit bien aujourd'hui, on est devant une révolution qui a 2-3 ans et dont on ne sait pas très bien comment la prendre, même si c'est plutôt elle qui nous prend comme une vague en ce moment. Merci. Alors, on va commencer sur la thématique de l'usage de l'IA et les besoins liés aux patients. Tout à l'heure, nos partenaires Toulonna a dit, regardez, les patients, c'est moins que les professionnels en usage, on est moins de la majorité. Pour ceux qui ont lu les 99 pages, quand on croise avec l'âge et les générations, les patients de moins de 35 ans sur toute la France, c'est 75% d'usage de l'IA dans l'aide au diagnostic et aux soins. Donc en fait, le doctissimo du siècle dernier, c'est parti. Hein. On est dedans. Alors on va évidemment commencer par toi, Claude. Quel point de vue du patient dans l'usage ? Disons que l'IA, il est déjà dans nos poches, il faut quand même le dire, avec nos téléphones, et pas qu'auprès des jeunes, de toute façon. Donc c'est déjà un IA qui est déjà utilisé par nombreuses applications de suivi. Ça commence par du podomètre, de l'activité physique et autres. Après, il y a peut-être donc la deuxième marche où effectivement le patient, devant une incertitude, devant une angoisse, devant des symptômes qu'il n'arrive pas trop à définir, va utiliser aussi, poser des questions aussi directement sur ChatGPT, parce qu'il ne va pas, ce patient en devenir, ou déjà c'est le grand public, qui va pas forcément avoir un rendez-vous rapide avec son médecin, il faut quand même dire les choses. Deuxièmement, il ne va pas non plus forcément aussi passer la porte de l'officine du pharmacien. Et puis ce patient, c'est aussi dans des temps où il ne peut pas contacter non plus un professionnel de santé, ça peut être le week-end, ça peut être le soir, en rentrant du travail, et même depuis son bureau, et quoique c'est très facile de pouvoir poser des questions, encore faut-il savoir poser la question à l'IA, donc toute la question du promptic qui revient, comment est-ce que ce patient va savoir utiliser les bons langages. C'est vrai que s'il commence à demander « j'ai mal au ventre, est-ce grave ?» c'est sûr que ça va pas être les mêmes réponses que à quel moment, par quel signe d'alerte, si j'ai mal au ventre, je dois consulter. Donc là, c'est la même personne, c'est la même IA en face, mais en fait, derrière, en fin de compte, la discussion qui va se mettre en place entre l'IA et la personne, ça ne sera pas les mêmes au niveau des réponses. Ça peut aussi générer beaucoup d'angoisse, ça peut générer aussi des mauvaises décisions. Tout ça, c'est aussi en route. Et puis en route aussi avec, on passe son compte-rendu, ou le compte-rendu que son père a reçu, ou sa mère, ou etc., ou un compte-rendu, et on le passe directement dans l'IA. Et là aussi, parce que en fait, si là n'est pas un acte médical, l'IA va apporter une réponse rapide. Et là, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur la notion du temps long et du temps court. Le patient aussi, il a besoin de ce temps court de réponse, parce que derrière, c'est de l'anxiété, c'est de l'angoisse, et évidemment, il va chercher l'outil qui va lui donner cette réponse le plus vite possible, même si les réponses ne sont pas bonnes. Merci. Et Eden, de ton côté, la transformation des organisations et des usages pour accompagner le patient? Alors, moi, je suis frappé par une chose, c'est quand on dit l'IA, en fait, on parle de choses très, très, très différentes et très diverses en termes d'outils, de cas d'usage, de technologie. Et notamment, on a parlé beaucoup d'usage de l'IA générative et de ChatGPT, mais en fait, les utilisations de l'IA dans les organisations de soins, c'est aussi des choses très diverses. Je pense à 3 cas d'usage, par exemple, la génération de comptes rendus à partir de ce qu'on appelle l'IA ambiante. On peut avoir des outils d'aide à l'interprétation de l'imagerie qui se branchent sur les systèmes de radiologie. On peut avoir des outils qui aident à détecter des polypes pendant des procédures d'endoscopie. Et donc, en fait,
derrière tout ça, on a une réalité, des organisations, des technologies et des infrastructures qui sont très différentes. Donc, je pense qu'il est vraiment important, quand on réfléchit à propos de l'IA, de se dire de quoi est-ce qu'on parle. Et ça a été question de l'usage et des cas d'usage tout à l'heure. Je pense que c'est clé. On ne peut pas raisonner de manière intelligente sur l'IA si on ne parle pas l'IA appliquée à tel cas d'usage et à telle finalité. Ça, c'est un premier point. Ce qu'on voit, nous, c'est que tout ce qui est l'utilisation spontanée de l'IA générative, je mentionnais tout à l'heure en introduction sur l'usage qu'en font les professionnels de l'AP qu'on retrouve dans le baromètre, c'est un usage très large, ce qu'on appelle le shadow IT, et on s'est rendu compte aujourd'hui que non seulement il y avait une utilisation très forte de ces outils, mais qu'en réalité, les gens se déclaraient aussi débutants en termes de connaissances sur l'intelligence artificielle et étaient assez demandeurs d'avoir des formations sur ces outils que pourtant ils utilisaient régulièrement. Donc ça nous a amené à faire dans un premier temps 2 choses. La première, c'était de mettre une charte d'utilisation de ces outils d'intelligence artificielle externe, comme le font d'ailleurs, je pense, beaucoup d'organisations et d'entreprises, parce que c'est une chose d'utiliser un outil sans qu'il soit régulé, c'en est une autre dans l'organisation de dire vous pouvez ou vous ne pouvez pas utiliser cet outil dans les conditions suivantes, et notamment de dire que vous ne pouvez pas utiliser ces outils-là si vous y mettez des informations confidentielles, par exemple des données du patient. Et pourtant, quand on discute, on se rend compte que malheureusement, c'est le cas parfois par ignorance, mais parfois aussi par dire c'est plus simple, oui, mais c'est quand même un problème, mais j'ai pas mis le nom, oui, mais c'est pas parce qu'on n'a pas mis le nom que la donnée est anonymisée. Aussi, ne pas mettre de données stratégiques, des contrats, des données couvertes par la propriété intellectuelle, etc. Donc l'idée, c'était déjà d'encadrer à travers une annexe à notre charte informatique, non pas dans une logique de vouloir poser un cadre pour poser un cadre, mais pour pouvoir aussi être très pédagogique, pour dire, lorsque vous faites ça, voilà ce qui arrive aux données, voilà ce à quoi vous devez faire attention, parce qu'à la fin des fins, quand vous utilisez un outil d'intelligence artificielle qu'on a appelé externe, c'est votre responsabilité. Et si l'IA se trompe, et elle se trompe, puisqu'elle mime l'esprit humain, donc l'IA se trompe, et que vous suivez l'IA de manière aveugle, vous êtes responsable de ce qui va en suivre. Et si vous l'utilisez dans les processus de soins, vous êtes responsable des conséquences de tout ça. Et c'est très important déjà d'aller sur la logique de sensibiliser les acteurs. Et on a également sensibilisé sur les enjeux environnementaux, puisqu'on s'est rendu compte que le principal usage de l'IA générative, c'était pour rechercher des informations sur Internet, ce qu'on peut faire très bien avec un moteur de recherche. Simplement, quand vous le faites avec ChatGPT, c'est 10 fois plus de consommation électrique qu'avec une recherche Google. Et en 2027, d'après le MIT, l'industrie de l'IA va consommer autant d'eau que le Danemark. On peut se dire qu'il y a peut-être un usage raisonné. Donc toute notre politique, c'est la sobriété dans l'usage de l'IA et faire attention à ce qu'on soit aussi dans des logiques de souveraineté. Et vraiment, aujourd'hui, c'est autour de ça qu'on a axé notre action là-dessus. La sensibilisation, la formation. On a lancé un MOOC auprès de l'ensemble des professionnels de l'AP pour déjà qu'ils sachent que c'est que l'IA, parce que beaucoup de gens l'utilisent sans même savoir comment ça marche, quelle est la technologie. Et puis par ailleurs, et là c'est beaucoup plus compliqué, c'est toutes les utilisations de l'IA sous forme, par exemple, de dispositifs médicaux ou sous forme de logiciels d'aide aux professionnels, où là, on va rentrer dans des choses qui sont beaucoup moins accessibles facilement, puisque finalement, ChatGPT, vous allez sur Internet et vous l'interrogez. Utiliser un algorithme d'aide au diagnostic en imagerie, ça nécessite qu'il soit branché sur votre PACS, que vous ayez, etc. Et donc là, on va rentrer dans un dispositif beaucoup plus institutionnel de sélection de ces outils, parce qu'on a un vrai problème aussi aujourd'hui, ça a été mentionné, de mise à jour et de rapidité d'évolution de ces outils, qu'il faut intégrer dans des systèmes d'information hospitaliers qui sont par essence complexes et qui ne peuvent pas évoluer aussi rapidement. Et donc là, on a un vrai enjeu de pouvoir arriver à tenir la distance. Merci. Alors, le dernier acteur, entre guillemets, très intime pour le patient, l'assurance, la prévoyance. Qu'en est-il de cette révolution des usages et de votre écosystème, Corinne ? Peut-être avant d'apporter le regard de l'assureur, j'aurais peut-être précisé que l'IA, certes, c'est un outil puissant, à diffusion rapide, en tout cas en matière de communication auprès des populations. Mais il ne faut pas oublier que l'IA fera ce que l'on décidera. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut effectivement conserver à l'esprit, parce qu'on dit beaucoup de choses. On pense que l'IA va avoir le pouvoir, et le pouvoir, c'est quand même en fait les hommes qui décident de ce qu'ils feront en fait des technologies. Alors la première étape, et ça a été mentionné au préalable, et donc je ne fais que le confirmer, c'est d'abord d'appréhender cette technologie. Il faut l'appréhender pour mieux l'apprivoiser. Sinon, effectivement, on s'engagera sur des voies qui ne sont pas forcément les voies les plus positives. Et pour préciser en fait le cas pratique
d'un assureur que je représente, qu'est-ce qu'on a décidé de faire ? On a décidé d'y aller par étapes, dans une logique en fait de cercle. La première étape, c'est d'abord d'aller faire comprendre cette nouvelle technologie et la faire comprendre à tous les métiers qui sont exercés au sein de l'entreprise. Il n'y a pas une personne dans l'entreprise qui ne doit pas comprendre en fait très clairement ce que c'est que cette technologie. Chaque salarié de l'entreprise va l'appréhender avec son regard en fait de citoyen, pour l'utiliser dans le cadre de sa vie quotidienne, mais au sein de l'entreprise, on doit également faire comprendre ces différentes fonctions. La deuxième étape, c'est d'abord de trouver des cas d'usage à usage interne, c'est-à-dire comment on peut mettre à disposition en fait des solutions sur la base de l'IA pour faciliter les prises de décision. Et c'est une manière d'apprivoiser en fait cette nouvelle technologie. Le cercle suivant, c'est d'aller le mettre entre les mains de nos réseaux de distribution. Pourquoi ? Parce que les réseaux de distribution, ce sont eux qui sont en première ligne face à nos clients. Et donc c'est une manière également d'aller regarder comment effectivement on adopte bien, on a les bons usages de ces outils et de gagner la confiance de ces outils. On s'expose progressivement pour aller atteindre en dernier lieu les clients, c'est-à-dire nos assurés, à travers une première étape qui est d'aller trouver en fait des use cases qui sont plutôt simples, pas trop engageants. Typiquement, la prévention en est un exemple, pour aller in fine sur un usage de cas un peu plus complexe, par exemple, aller analyser une prise en charge d'un devis dentaire pour aller préciser quelle est la simulation en matière de remboursement. Donc je crois que c'est très important d'aller vers cette approche en fait progressive pour aller lever toutes les barrières de crainte que l'on peut avoir à l'intérieur de l'entreprise, mais également à l'égard en fait de nos assurés. Sur le cercle 1, Eden parlait d'un MOOC pour les professionnels. Non, Corinne. Donc vous avez formé à l'usage de l'IA et à réduire cette fracture promptique, comme tu disais, l'ensemble des collaborateurs chez AXA. Absolument, ça fait 3 ans qu'il y a un engagement progressif de communication. Au tout début, c'était des conférences de sensibilisation assez larges, qui étaient optionnelles. Et désormais, il y a des programmes de formation qui sont entre les mains de chacun des métiers pour aller vraiment en plus les mettre en application sur des cas d'usage spécifiques en fait au métier pour qu'ils arrivent bien à comprendre en fait chacun des inducteurs de cette technologie. Merci. 3 thématiques sont revenues dans les différents discours liés au baromètre: la confiance, la transparence, savoir le dire, et puis la réglementation et le droit. Voilà, c'est la deuxième séquence. Là, pour le coup, le patient, est-ce qu'il a des droits? Est-ce qu'il a encore une donnée? On est quand même dans une économie digitale où on vient du mantra « quand c'est gratuit, c'est toi le produit ». On a tous donné l'ensemble de choses très confidentielles à des acteurs clés. Si on remarque... il se trouve qu'on a beaucoup de jeunes au sein de l'EFAP. Je peux vous dire que l'intimité qu'ils ont avec ChatGPT, elle est dingue. Ils livrent, et notamment sur la santé mentale, de la donnée qu'ils ne donneraient même pas à leur meilleur ami à ChatGPT. Et donc Google à côté, c'est un petit acteur. Alors, la place du patient là-dessus. Alors on va revenir un peu sur le terrain médical, le champ médical, et un petit peu sur l'hôpital aussi. Donc là, il faut absolument retravailler, enfin pas retravailler, mais vraiment travailler cette nouvelle confiance peut-être qu'il va falloir mettre aussi entre les mains des différents acteurs, des professionnels de santé. Enfin là, je fais référence tout à l'heure à ce qui a été dit sur le baromètre. Un professionnel de santé sur 2 à vous parler de l'IA et des outils à son patient. Le patient, de son côté, va aussi masquer ce qu'il fait de son côté. Donc, à un moment donné, comment on va pouvoir réguler aussi cette confiance qui va déjà démarrer dans le dialogue, de parler aussi de ces outils
entre patients. Le droit du patient, depuis 2002, avec le consentement éclairé, mais ce consentement éclairé, comment aussi il va évoluer dans ce cadre avec les nouvelles technologies? Est-ce qu'on va le retravailler? Est-ce qu'on va le retravailler aussi avec les responsables des usagers dans les hôpitaux? Est-ce qu'on va le retravailler aussi avec les associations? Et là, je porte haut et fort aussi le rôle clé des associations. Alain, tu ne me diras pas le contraire, qui sont vraiment des partenaires et pas seulement un public cible. Pour tout ce qui est autour de la transparence, être transparent, c'est bien, mais comment on la met dans le réel, cette transparence? Comment on en parle? Comment on va la mettre aussi du côté, avec quelle pédagogie? Comment on va en parler aussi aux patients? Parce que là, on parle industriel, on parle médecin, tout ce qui est médical, etc. Mais comment on va embarquer aussi cette notion de confiance qui doit être absolument travaillée aussi en mettant des patients ou des acteurs du représentant des patients autour de la table? Merci. Confiance, transparence chez AXA, comment on peut avoir cet enjeu d'hyper-personnalisation des services avec l'IA, et donc un jour me dire, tiens, l'assurance, il va me donner un tarif en fonction de ma santé. Il le fait déjà, alors pas AXA, mais certains en Espagne en fonction de la conduite et du conducteur, ils ne payent pas le même prix. Est-ce que, voilà, c'est tous ces enjeux-là, comment ils sont abordés et traités chez vous? Je pense qu'en premier lieu, si on veut donner la confiance, en tout cas faire en sorte que nos assurés conservent notre confiance, il faut d'abord maîtriser l'outil. De la même manière que les médecins ont appris à lire le Vidal, aujourd'hui et encore plus demain, ils vont apprendre à lire l'IA. Donc il faut qu'on ne soit pas trop excessif dans la thématique de la transparence à tout prix. Parce qu'en réalité, la première intention d'un patient ou d'un assuré, c'est le résultat apporté à leurs questions. C'est pas de savoir ce qu'il y a en fait en coulisses. Donc moi je pense qu'il faut, sur ce sujet de la transparence, se rappeler que la première intention est ce qu'il y a de plus important et que derrière, en prenant ce recul-là, il faut plutôt adresser la question de la robustesse des solutions que l'on va mettre en place sur la base de l'IA. C'est ça le sujet le plus important, c'est pas la transparence. Quand un patient va se faire un scanner, et je rejoins ce qu'a dit Stéphanie tout à l'heure dans son intervention, quand vous allez vous faire un scanner, vous ne demandez pas à comprendre comment la machine fonctionne, comment la machine a été construite. Ce que vous attendez, c'est le résultat. Et ben, dans tous les métiers que nous exerçons, dans l'univers de la santé, mais dans tout le reste des industries, le vrai sujet, c'est la robustesse de ce que nous allons proposer. Et c'est comme ça qu'on va conserver la confiance. Et c'est pas en allant à tout prix sur la transparence. Et donc, il y a un énorme travail en fait à réaliser sur ce sujet-là, qui est, je le répète, d'aller apprivoiser en fait l'IA. Et s'il y a certainement le sujet de la confiance qui apparaît aujourd'hui à travers le baromètre ou tout ce que vous pouvez entendre dans la presse, c'est parce qu'il y a une vraie méfiance autour de la cybersécurité. Et la cybersécurité est certainement l'élément qui amène de la défiance et va nous conduire à attraper le sujet de la transparence. Et donc, la cybersécurité, de la même manière, ça doit s'attraper à travers la robustesse des solutions. Merci. Claude, je vais juste compléter sur la notion de transparence, parce que du coup, j'étais un peu courte, mais vite. Je vais compléter. C'est vrai que je reprends, j'ai beaucoup aimé quand Stéphanie a pris l'exemple de la voiture avec le moteur. Voilà. Le patient, savoir ce qu'il y a sous le moteur, il s'en fiche un peu. Voilà. L'important, c'est qui
comment on s'en sert, à quel moment dans son parcours, quelles sont les personnes qui vont effectivement amener que la garantie que ces outils sont bien utilisés et qui vont certifier que les résultats seront bien vus par des professionnels de santé. C'est ça, en fin de compte, quand on parle de transparence aussi. C'est cette question de dire, le patient, lui, il ne veut pas tout savoir. Ce monde est un peu... Enfin, il ne va pas devenir d'un seul coup spécialiste. Ce monde est un peu opaque. C'est juste à des moments où, à quel moment du parcours, à quel moment, effectivement, on va pouvoir relier cette information à lui, à ses droits. Voilà, c'est ça, à ses droits de savoir, à ses droits aussi de dire parfois non. Dans un cabinet de radiologie que je connais bien, il y a des patients, une radiologue m'a dit, il y a des patients qui arrivent et qui me demandent, est-ce que vous utilisez l'outil de l'IA ? Alors au début, ça pouvait être aussi, moi je veux pas, mais ça peut dire aussi, si vous l'utilisez pas, est-ce que ça serait un manque de chance pour moi aussi ? Alors justement, Hélène, merci pour la transition, le passage à la confiance, la transparence dans le parcours de soins et l'hôpital. Oui, absolument. Alors, nous, la politique, c'est de faire en sorte que dès lors que de l'IA est utilisée, c'est le cas par exemple en imagerie, ce soit mentionné dans les comptes rendus d'examen. C'est particulièrement normal et on le fait de manière systématique quand c'est le cas. Il n'y a pas encore d'utilisation systématique d'IA dans tous les examens d'imagerie. Je pense qu'il y a aussi un enjeu, parce que l'IA n'est pas utilisée que dans les examens, quand on fait des comptes rendus, quand on fait des synthèses. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de cas d'usage qui sont autour de la production de comptes rendus d'hospitalisation, de comptes rendus, de consultation, etc. C'est aussi important, je crois, que ce soit mentionné, ne serait-ce que pour information. Ce n'est pas forcément de la défiance ou autre, mais je pense que c'est très important d'être transparent sur cet usage. Et puis après, en amont, il y a quand même la transparence quand on va faire l'acquisition ou qu'on va utiliser un outil d'IA. C'est de savoir, par exemple, sur quelles données cet outil a été entraîné, puisque on sait qu'il y a des biais qui sont générés par les données sur lesquelles l'outil a été entraîné. Je ne reprends pas l'exemple qui est bien connu du mélanome, où si vous entraînez à reconnaître des mélanomes que sur des peaux blanches, eh bien vous ne reconnaîtrez des mélanomes que sur des peaux blanches. Et si vous l'appliquez dans une population avec des peaux de couleur, vous ne détecterez pas les mélanomes, et donc vous aurez une performance qui est moins importante. Ça, c'est pas propre à l'IA, c'est tous les tests diagnostiques qui sont exposés à ce type de biais, mais il ne faut pas oublier que la plupart des IA utilisés dans le cadre du soin sont considérés comme des dispositifs médicaux, et donc ils doivent aussi avoir cette traçabilité-là. Il y a quand même un sujet, la première chose, on avait fait un séminaire à l'AP avec à peu près 1000 participants autour de l'IA. La première question que les gens nous posaient, mais quelle est ma responsabilité en tant que professionnel de santé si je me trompe ou si l'IA se trompe ? Et c'est une vraie question. Alors, si on applique strictement la réglementation, on va dire, à partir du moment où ce sont des dispositifs médicaux, c'est la réglementation, et donc c'est votre responsabilité d'utiliser correctement un dispositif médical. C'est une réponse, on va dire, à moitié satisfaisante, parce qu'on a assez peu de jurisprudence aujourd'hui sur que se passe-t-il si... et on va, malheureusement, je pense en avoir dans les années qui viennent, mais c'est une vraie question. Et ça renvoie à l'enjeu de dire, on ne va pas plaquer une IA sur des organisations de soins, mais il faut vraiment que lorsqu'on implémente une IA dans une organisation de soins, il faut revoir cette organisation de soins. Je prends un exemple très concret. Lorsque vous mettez de la lecture automatique des clichés d'imagerie aux urgences, eh bien vous devez vous dire, que se passe-t-il lorsque l'IA et l'urgentiste ne sont pas d'accord ? Qui a la primauté ? Est-ce qu'il faut systématiquement aller demander l'avis d'un radiologue, ou est-ce qu'au contraire, voilà, parce que derrière, si vous avez un contentieux, peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'un urgentiste, qui par exemple n'est pas un spécialiste de radiologie, a déjugé une IA et qu'il se trouve qu'il a eu tort, ça peut poser un problème. Donc derrière, ça pose vraiment la question de l'organisation et de se dire que ce ne sont pas des outils magiques, ce n'est pas des choses qu'on fait en plus, ça doit devenir des composantes intégrantes du parcours de soins, et il faut repenser les parcours de soins de manière plus ou moins importante sur le cas d'usage dès lors qu'on implémente une IA, et c'est très important de le faire. Et donc ça veut dire aussi être transparent vis-à-vis des patients sur le fait qu'on a appliqué une IA. Qu'est-ce qui se passe si l'IA et l'opérateur humain ne sont pas en accord ? Quels sont les risques ? Et voilà ce que vous, en tant que patient, pouvez attendre en termes de qualité, en termes de sécurité par rapport à tout ça. Je pense que c'est vraiment extrêmement important, et c'est vraiment grâce à ce type de démarches qui sont nécessairement, qui prennent du temps, qui sont complexes, parce qu'on touche au cœur du métier des soignants. C'est grâce à ça qu'on va construire, je pense, la confiance. Là, on va rester avec toi sur la troisième séquence. Là, on a parlé du patient parce qu'il est malade, mais il y a la prévention pour ne pas devenir patient. Et c'est un élément évidemment clé, et on l'a vu en introduction, Stéphanie nous rappelait les taux croissants des maladies chroniques, et puis
du 4e, 5e âge, en tout cas de cet accompagnement. Quelles sont les innovations au sein de l'hôpital autour de ces enjeux de prévoyance, de prévention? Alors, ils sont pas forcément... alors, sur ce qui est la prévention primaire, ce n'est pas le rôle premier d'un centre hospitalo-universitaire en pratique, à part à travers son rôle de formation, de recherche. Nous, on travaille beaucoup sur la prévention tertiaire, c'est-à-dire des patients qui ont des maladies chroniques, qui ont fait des décompensations et qui sont à fort risque de faire d'autres décompensations, et qui sont des patients qui ont des parcours de soins très accidentés et qui vont se retrouver avec des hospitalisations, réhospitalisations, décès, et avec un besoin en soins et donc des dépenses de santé qui sont importantes. Et on travaille beaucoup là-dessus. La mise en place d'organisations spécifiques, on l'a fait par exemple dans le cadre de l'insuffisance cardiaque sévère, et on travaille sur d'autres type de situations cliniques. Alors l'IA peut jouer un rôle dans ce type de prise en charge, mais pas plus que des outils numériques comme la télésurveillance ou des nouvelles formes d'organisation. C'est-à-dire que l'IA peut jouer un rôle au sein d'une réorganisation plus globale des soins et de la prise en charge. Ce n'est pas l'IA qui, par miracle, va permettre de mieux prendre en charge les patients, surtout si on ne change pas ses pratiques médicales. Après, l'IA peut nous apporter énormément de choses à travers notamment le développement d'outils comme des jumeaux numériques dans le fonctionnement des blocs opératoires, peut nous aider dans la recherche aussi. On peut avoir à la fois dans la façon de faire la recherche et à la fois aussi dans les processus administratifs de la recherche. Bref, c'est-à-dire que tous les compartiments, et le sens de notre feuille de route, c'est que tous les compartiments de l'organisation hospitalière, comme tous les compartiments de la société, sont ou vont être affectés par l'intelligence artificielle. C'est une innovation, les économistes disent d'intérêt général, c'est un peu comme l'électricité, c'est-à-dire que ça touche tout le monde et ce n'est pas spécifique à un secteur. Il faut qu'on puisse anticiper, s'adapter, sans céder à l'angélisme qui dirait grâce à l'IA tout va être résolu, et à l'inverse à la peur qui dirait attention, dès qu'on touche à l'IA on va tous mourir et on va tous disparaître et on est en train de creuser le fossé de l'humanité. La réalité est évidemment entre les deux, et je pense que c'est vraiment très important de prendre le sujet dans toute sa complexité, d'avoir assez le sens de notre feuille de route stratégique, de pouvoir avancer, de faire en sorte que l'ensemble de nos missions, l'ensemble de nos activités soit à la fois source de recherche et d'innovation dans le cadre de l'intelligence artificielle, mais aussi intègre dans notre fonctionnement quotidien, au bénéfice de chacun de nos patients et aussi de nos professionnels, puisqu'il y a beaucoup d'usages de l'IA qui visent à faciliter, alléger la charge administrative des professionnels au quotidien. Alors, merci. Corinne, tu l'as dit, c'était ton fil rouge, la prévention, la prévoyance. L'IA, comment elle va vous aider dans votre deuxième métier, cœur de métier? Alors d'abord, il faut peut-être dire qu'il y a un vrai désamour des Français avec la prévention, hein, quand on se compare avec nos collègues des pays du nord de l'Europe. Et c'est vrai que l'IA est clairement un super outil. Un super outil, d'abord parce que la prévention, c'est ni plus ni moins que d'aller adopter des bons comportements. Donc il faut que ce soit pavlovien. Et pour réconcilier les Français en fait avec la prévention et les aider à adopter les bons comportements, eh bien l'IA, ça permet de faire quoi? C'est d'abord d'aller personnaliser les messages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire envoyer le bon message avec le juste ton, j'insiste bien sur le juste ton, au bon moment et à la bonne personne. Et tout ceci, et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Hayden, parce que c'est le premier à avoir prononcé ce mot-là, en parlant en fait des parcours, c'est qu'en fait, l'IA, sans avoir bien travaillé les parcours, ça n'ira pas jusqu'au bout. Et donc, si on associe l'IA, la data et le digital pour fluidifier les parcours, à ce moment-là, on met beaucoup plus de chances de notre côté pour que les bons messages sur la prévention arrivent aux bonnes personnes. Merci. Alors, Claude, tu as ta jumelle numérique, ça y est Non. Comment? Tu as ta jumelle numérique. Oui. Comment toutes ces innovations et revenir à la prévention et au comportement du patient, quelle place du patient au milieu de tout ça? Eh bien, notamment, je participe aussi à un comité patient dans un projet d'un jumeau numérique. Et là, ce que je souligne, c'est que dans ce projet, ils ont absolument voulu, dès le départ, à côté d'un comité éthique, mettre en place un comité patient. Parce que ce jumeau numérique aussi, il va être aussi enrichi aussi par les données de ce patient, de son double virtuel.
en expliquant effectivement que si on n'associe pas le patient dès le démarrage aussi, voilà, on va... Comment redonner ce sens à tout ça? Comment remettre du sens aussi dans le médical qui est en train de s'accélérer et pas reproduire de la verticalité? C'est quelque chose sur lequel j'insiste aussi. On a eu l'arrivée du digital, du numérique, et là, hop, et on a une couche supplémentaire, très vite, une accélération avec l'IA. Et donc là, il faut vraiment replacer aussi le patient, non pas au centre, il sera là, aller vers le patient, c'est très bien. Mais il faut aussi, dans cette prévention pourra se co-construire, se construire aussi avec les patients autour de la table. On est déjà sur de la prédiction, mais il faut absolument de la qui va effectivement faire des changements aussi, apporter comment changer les comportements. Et je voudrais aussi insister, c'est comment on va redonner du temps dans le dialogue, ou de l'information, ou des échanges entre les professionnels de santé, les médecins et les patients. Si l'IA permet une accélération de pouvoir se décharger plus rapidement de certaines tâches, notamment, un des enjeux avec le vieillissement de la population, avec les multipathologies, il va y avoir un enjeu aussi d'observance dans les traitements. Et ça, l'IA, comment elle va faire parfois son job à côté technique, mais comment on va aussi remettre du temps pour cette observance qui est absolument capitale aujourd'hui à côté de tout ce qui est sur l'innovation. Parfait, on arrive à la fin, on peut remercier, applaudir nos intervenants. Merci encore.